Bonjour, hello, kwe kwe. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à cet événement de fin de clôture de la campagne rouge et de vous présenter aussi un peu qui on est et notre équipe. Alors, on est le réseau québécois d'action pour la santé des femmes, le RQASF pour les intimes. On est un réseau partout au Québec, plus de 150 membres, on représente à peu près 300 000 femmes. On fait de la recherche, de la mobilisation pour promouvoir et défendre la santé des femmes. Alors, on est aujourd'hui au point suprême, au point final d'une campagne qui a duré 2 ans et cette campagne, avec tous ses succès, n'aurait pas pu avoir lieu sans l'équipe. Alors, de ce pas, je vais vous la présenter. Il y a Victoria Dwenkova qui est chargée de projet, femme orchestre. Il y a aussi la magie de la communication et du design, Josiane. Il y a la jongleuse de chiffres, sans qui le budget ne pourrait pas être serré, Mila. Et finalement, il y a le filet de sécurité de la recherche, Isabelle Mimo. Et je ne peux pas passer non plus sous silence les membres de notre conseil d'administration. Nous avons ici la présidente, Madame Jannick Durand, Madame Michèle Vincent-Félix, aussi présente, et les 3 autres membres, qui sont Caroline Voyer, du Réseau des femmes en environnement, Nathalie Charette-Grégoire, ou Grégoire Charette, je ne sais pas exactement, de Serena Québec, et je pense que j'oublie personne. Alors, je suis contente de vous accueillir, et sans plus tarder, je vais passer la parole à Victoria. Le chef d'orchestre entre en scène. Alors, merci Lydia pour ce petit mot d'introduction. Je suis assez émue d'être là ce soir parce que c'était 2 années riches. Il y a du bruit. Non. C'était 2 années riches, c'était 2 années intenses. C'était 2 années où on a appris beaucoup tout ensemble, où j'ai appris beaucoup aussi, où j'ai beaucoup évolué. C'était une belle expérience et je suis émue. Et en plus, j'ai mes menstruations aujourd'hui pour clôturer ça en beauté. je ne crois pas au hasard dans la vie, donc voilà, vivons-le pleinement. C'est ça qu'on va faire ce soir. Donc la campagne rouge, c'était une magnifique initiative du Réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Donc pendant 2 ans, grâce au soutien financier du SF, secrétariat à la condition féminine, on a pu défaire les stéréotypes sexuels et sexistes. On a pu aider des femmes en situation de précarité à avoir accès à des produits menstruels. On a pu aussi informer les femmes par rapport à la médicalisation du cycle menstruel, leur donner aussi des outils pour reprendre leur propre pouvoir par rapport à leur santé, pour favoriser une bonne image corporelle d'elles-mêmes, un bien-être psychologique, parce que les menstruations, malheureusement, sont encore souvent vécues de manière très négative. Donc c'est un événement hybride qu'on a aujourd'hui. On apprend aussi depuis 2 ans, 1 an et demi, je ne sais plus, c'était trop long. Anyway. Donc on a des personnes ici en présentiel, on a des personnes sur Zoom et on a des personnes en live Facebook. Donc si mon regard louche, c'est normal. Donc ce soir, l'objectif, c'est simple, c'est de réaffirmer quelques messages qu'on a passés tout au long des 2 années et c'est des messages qu'on voudrait qu'ils continuent à être passés chacun dans vos milieux respectifs. Et on va le faire de manière ludique en mettant de l'avant des personnes qui nous ont accompagnés durant ces 2 années, des partenaires comme Sarah Maria qui va intervenir tantôt, comme Émilie Ouellette qui a aussi participé à un de nos panels, Kate Bouchard qui a été notre partenaire, un des plus beaux partenariats, je pense aussi, qu'on a eu en termes d'impact, en termes de visibilité lors de cette campagne. Donc on va découvrir tout ça je vais fermer ma bouche pour laisser place à des choses plus intéressantes et je vais présenter donc Émilie Ouellette qui va nous faire une conférence humoristique parce qu'on veut parler des menstruations, on veut défaire des tabous, faisons-le. Donc Émilie Ouellette, c'est qui? Elle est autrice, elle est diplômée de l'École nationale de l'humour et également de l'UQAM en travail social. C'est une mère de 4 enfants. Elle a tourné son spectacle d'humour à coucher de rire partout à travers la francophonie canadienne pendant 10 ans, donc elle sait faire rire le monde, je pense. Elle a également mis sur pied la conférence de la discipline à l'humour sur l'importance d'intégrer l'humour dans la gestion avec les enfants. Elle a été autrice pour la télévision, elle a écrit pour l'émission Les Parents, Conseils de famille et Les Magnifiques. Et depuis 2019, elle a aussi publié 3 livres, un pour adultes,
Ma tribu, le portrait corrosif, bienveillant et sans cliché d'une famille comme la vôtre. Et 2 pour la jeunesse, l'après et FAP. Donc, je te laisse libérer la parole et briser les tabous. Allô, allô, allô. C'est correct? Ah. Oh. Parfait. Est-ce que tout est beau? Oui? Parfait. Allô? Allô? Je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation, Victoria. Merci. Moi aussi, je suis menstruée. Mon cycle s'est déréglé pour aujourd'hui. C'était pas supposé, mais je suis très contente. Et d'ailleurs, je porte fièrement fièrement un bracelet rouge. Parce que quand j'ai fait partie du panel je ne sais plus quand, quelque part dans la pandémie, il y a des personnes qui ont suggéré de porter un bracelet rouge quand on est menstrué pour se rappeler la bienveillance, se rappeler de prendre soin de soi, que des fois on fait comme hey, c'est normal qu'on soit fatigué parce que c'est ça, t'es menstrué. Donc je le porte maintenant, je l'ai fait faire sur mesure. Là, j'ai l'air de faire une pub et d'une infopub, mais c'est le cas, c'est vrai. C'est-à-dire que je l'ai fait faire sur mesure, puis moi j'ai fait comme un rond au centre parce que je trouvais que ça représentait la lune, la pleine lune, les lunes. Voilà, c'est pour ça que moi, je fais des blagues et je ne raconte pas des choses qui sont crédibles, même si j'ai un bac en travail social, là, tout va bien. Donc, tu as déjà tout dit sur qui je suis. On a mentionné que j'avais 4 enfants. Je suis fatiguée. 3 filles, 1 garçon. Donc, ça m'interpelle beaucoup, déjà d'emblée, la question des menstruations, puis de comment on va justement enlever le tabou, enlever la stigmatisation. C'est ça qu'on dit, hein? Tantôt, je disais là, on va enlever les stigmates. Je pense pas ça. Hein? En tout cas, on va dédramatisons. Alors aujourd'hui, c'est ma petite conférence. Mon Dieu, je me sens vraiment... faut pas que je touche trop ici, hein? Tu seras pas content parce qu'il y a le micro. Ça va faire bang, 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 fait que je toucherai pas. Mais je me sens comme si j'étais importante avec ça. Hein? Ça fait comme attention, votez pour moi pour les prochaines menstruations. Donc, ça va être n'importe quoi. Pendant 15 minutes, je suis désolée. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Oui, j'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde. Donc, comment faire pour diminuer la stigmatisation, et non pas les stigmates, des menstruations? Premièrement, il faut en parler, il faut se dire les vraies affaires. Là, il faut en parler. Là, on va jaser. Hein? Là, tu ne le sais pas à la maison, mais ici, nous sommes remplis, c'est des femmes. Il y a un homme, si je ne m'abuse. Non, mais je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a des non-binaires, tout ça, là, ça se peut aussi. J'ai pas regardé. Donc, mes préjugés m'ont amené à dire qu'on était majoritairement des femmes, donc des personnes avec des utérus. Et il faut se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires, il faut en parler. Moi, exemple, je vais dire des exemples. Jamais on m'avait dit avant longtemps dans mes menstruations que nécessairement on va toucher du sang. Tu parles des menstruations, on voit le côté biologique de la chose, on voit l'utérus, on voit qu'est-ce qui se passe, l'ovule, tout ça. Mais, comme quand tu mets des serviettes sanitaires ou que tu as des coupes menstruelles ou que tu vas toucher du sang. Je sais, là, on ne mange pas en même temps. Bon appétit si jamais... Non, mais bon appétit. Sauf que, pour vrai, ce genre d'affaires-là, ça, il faut se dire les vraies affaires. Autre chose que je tiens à dire, que moi, des fois, je parle allègrement sur mes médias sociaux en termes de... Ça se dit-tu déstigmatiser? Oh oui, vous êtes tous... Ici, ils ont tous fait l'université, fait qu'ils savent ce que ça veut dire. On pourrait jouer au Scrabble, puis je mourrais tout de suite. Mais donc, pour déstigmatiser, j'en parle souvent avec les femmes sur mon Facebook ou sur mes réseaux sociaux. Tu sais, là, faut pas, là, on se dit tout ici, mais ce qui se dit ici, ça reste ici. Tu sais, quand tu utilises des tampons, mettons, parce que ça arrive, ça se peut que tu choisisses ça, tu utilises des tampons, tu es menstrué, et là, tu vas faire un numéro 2 à la toilette. Oui, non, tu ne vois pas à la maison, mais ça rit un peu parce qu'on sait où je m'en vais. Encore une fois, un excellent souper. Je ne vais pas dans les détails. Je vais juste dire que gérer la corde. Hein? Le numéro 2, c'est celui, gérer la corde. La gestion de la corde du tampon, ça aussi, il faut en parler. Hein? Parce que sur les boîtes, là, quand tu achètes des produits hygiéniques, ils vont te dire les choses de base. Hein? Pousser, insérer, retirer, jeter. Ils ne te disent pas, il faut gérer la corde. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une sonnette. Hein? Genre, ding-dong, là, ça sort. Bref, je dis ce genre d'affaires-là, il faut qu'on s'en parle. Puis là, maintenant, quand tu le dis, là, plein de gens t'écrivent et ils font comme « Oh mon Dieu, moi aussi, comment on gère cette corde? » Bon, hein? Donc, j'aimerais ça qu'on en... Dans les prochains guides, je m'adresse à vous, les universitaires, qui faites des guides, hein, pour justement... Je le vois, là, j'ai hâte de le parcourir. C'est important, il faut manger ça, il faut être en santé, il faut dormir. Qu'est-ce qu'on fait avec la corde? Okay? S'il vous plaît, des choses pratiques, concrètes. On se demande, OK?
il y a tellement de choses que j'ai vécues. La coupe menstruelle, parce que ça aussi, moi, j'ai vu le... J'expérimente plusieurs moyens. La coupe menstruelle, hein? La coupe menstruelle, la Diva Cup, peu importe, la coupe menstruelle qu'on s'insère, qu'on relâche, j'adore parce que c'est hygiénique. C'est ça que je voulais dire? Oui, mais écologique, c'est ça que je voulais dire. Ça, là, moi, à un moment donné, je fais de l'humour, hein? C'est ça, je fais un spectacle. J'en ai parlé dans mon panel, mais je vais le redire parce que c'est important qu'on le vive ensemble. Si tu te demandais si c'est possible, je sais que des fois, tu as une crainte et ta crainte, c'est « Mon Dieu, j'ai une coupe menstruelle, est-ce qu'elle peut sortir? » La réponse est oui. Le gars ici comprend absolument rien de ce que je dis. Il fait comme quoi? Déjà, il savait pas c'était quoi une coupe menstruelle. Il pensait que c'était comme un shooter en silicone, mais non, c'est pas ça. Quoique, j'aimerais bien voir cette scène. Non, c'est ça, ça peut sortir. Donc moi, je suis en spectacle, tu comprends? Je suis en spectacle, je suis live, là. On fait des blagues, ça, je suis devant une foule de gens, et je suis menstruée, et j'ai une coupe menstruelle, et je sens la chose bouger. Mais oui, non, mais c'était pas douloureux. c'était pas comment, c'était juste comme, oh! Puis tu sais, mon spectacle, c'est pas à propos d'une coupe menstruelle qui va tomber. Je peux pas juste dire, excusez-moi, j'ai le périnée un peu slack. Je vais revenir, puis ça va être réglé. Fait que j'ai senti la coupe sortir. Heureusement, j'étais pas en jupe. J'étais pas... puis heureusement, j'avais des sous-vêtements et tout, là. Évidemment, je sais vivre. Mais là, moi, tout ce que je me disais, c'est que je me disais, dans mes pantalons, là, ça paraît-tu? Tu comprends? Là, je m'imaginais les gens en première rangée. Faire, comment elle est drôle, la madame? Qu'est-ce qui vient d'y pousser dans le pantalon? As-tu... C'est-tu une madame? On le sait pas. Là, moi, j'étais comme juste... Fait que là, j'essayais de me rentrer la coupe menstruelle à l'intérieur sans l'utilisation autre que mes muscles qui ont accouché 4 enfants. Ils ont pas... Ça n'existe plus. Mon périnée est inexistant, tu vois? Alors, j'ai terminé ce numéro. Merci, bonsoir. Les gens m'ont trouvé bête un peu, tu vois, parce que non, je vais y aller, OK, bye-bye. Et ce spectacle était dans une école. Donc, je tiens à dire parce que tu vas voir, c'est important dans l'anecdote. C'était dans une école, je me rends à la salle de bain. Mais donc, la salle de bain d'une école, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, c'est pas une salle de bain, tu fermes la... Oh, pardon, Colin. Je suis saoule, non, c'est une blague. Ça va, tout va bien, on est en contrôle. Je rentre dans la salle de bain, c'est une salle de bain avec plusieurs cabines, tu vois. Alors, je rentre dans ma cabine parce qu'il faut que je gère une coupe menstruelle, mais il n'y a pas de lavabo dans la cabine avec moi. On revient au numéro 1, ça se peut que tu touches du sang, tu vois? Alors là, moi, j'ai géré tout va bien, hein, ça s'est pas déversé dans mes pantalons, c'est juste qu'il a fallu que je gère la coupe menstruelle, mais il a fallu qu'à un moment donné, je me résigne à dire qu'il va falloir que je sorte de ma cabine pour aller laver dans le lavabo, ouvert à tous, tu vois? Puis là, je me disais, j'avais tellement de sang que je me disais, mon Dieu, si quelqu'un rentre ici, il va penser que j'ai tué quelqu'un, tu vois? Parce que j'aurais pu écrire sur le miroir, genre, non, c'était des menstruations. Mais non, je me suis lavée, puis après, retournée dans ma petite cabine. Hey, c'était, tu sais, quand tu vis des choses, puis tu te dis, est-ce que je suis en train de vivre ça? J'étais en train de vivre ça. Donc, il faut en parler, parce que ça, mais en même temps, ça peut faire peur. Mais moi, c'est juste parce que j'ai eu 4 enfants, c'est pour ça là, que la coupe menstruelle, genre, parce que sinon, ça. C'est ça. Peut-être qu'on pourrait mettre une petite porte. En tout cas, je sais pas. Je brainstorm, OK? Bon, voilà. Donc, mon premier point, c'était d'en parler. Ça va, tout va bien là-dessus. Parce que je regarde mon temps, parce que moi, je vais être ici jusqu'à minuit. Je sais que je parle. Donc, voilà. Maintenant, autre truc important, on le sait que c'est un sujet tabou, puis des fois, tu es stressé d'en parler à ton employeur. Hein? Tu te dis, tu sais, je file pas, mais tu vas pas aller voir ton employeur et dire, ouais, c'est ça, je file pas. Je suis menstruée. On le sait ce que c'est, les tabous dans la société, puis comment les gens vont nous regarder, puis les préjugés qu'ils ont, ils vont faire, tu sais, ils nous trouvent faibles, ils trouvent que, de toute façon, on exagère, alors que littéralement, moi, j'en connais des gens autour de moi, et moi-même, maintenant, moi, mes règles ont décidé de changer à chaque fois que j'ai eu des enfants, à chaque fois que, tu sais, il y a comme bien des affaires. Les maux de ventre, les crampes, mal de tête, l'insomnie, la fatigue extrême, l'anémie, en tout cas, bref, tout ça. Et ça, une fois par mois, et même, tu sais, je dis une fois par mois, mais je dis, moi, j'ai des cycles de 21, 23 jours, puis des fois, quand il y a des événements spéciaux comme ce soir, je les ai même sur mesure, tu vois, c'est ponctuel. Moi, je peux te, menstruer, et voilà, ça s'en vient, sur mesure. Alors, des fois, c'est gênant de se dire, on va aller voir mon employeur, puis qu'est-ce que tu vois, tu sais. Pour vrai, pensons-y, là, 2 secondes. On est moins gêné de dire, j'ai une gastro, que de dire, hey, une gastro, là, je veux dire, c'est graphique, là, comme, hein? On le sait tous, c'est quoi une gastro, là? On va même se dire, des 2 bouts. Tu sais, je veux dire, là, on est rendu dans le partage d'informations.
Mais être menstruée, ouh là là, non, ne serais-je, on pourrait pas. Non, tu vas appeler ton boss, hey, j'ai eu une gastro. Non, puis là, il va dire, reste chez vous, je veux pas la pogner. Bon, c'est sûr qu'il peut pas pogner de menstruation, mais quand même, je pense qu'il faudrait dire les mêmes choses. Alors, je te donne un truc très simple pour t'aider et puis à t'encourager à aller voir ton employeur et lui dire les vraies choses, c'est que tu vas y aller en faisant ce que j'appelle la technique de la fourchette. Je sais pas pourquoi je fais un peace avec mes mains, parce que ça ressemble zéro à une fourchette. Voilà, ça ressemble-tu? C'est parce que j'ai deux options. Fait que c'est une fourchette à fondu, OK? Bon, on va y aller avec la technique de la fourchette à fondu. Deux options. Tu lui dis que tu es menstruée et en même temps, tu lui demandes une augmentation de salaire. C'est une excellente idée à insérer dans le guide, OK? Pourquoi? Parce que tu es sûr que tu vas sortir avec un outcome qui va être positif. Je peux te garantir qu'il va t'écouter pour ta menstruation. C'est dire à quel point que l'équité salariale, ça c'est un autre sujet, mais ça. Alors tu arrives en disant, écoute, je prendrais soit une petite journée de repos pour mes menstruations ou une augmentation de 20 Là, tu sais, voilà, puis voyons ce qu'il demande. Ou ce qu'il t'accorde. En tout cas, peu importe, tu iras, puis rappelle-toi toujours la technique de la fourchette. Tu peux demander ce que tu veux. Moi, je suis allée avec l'augmentation de salaire, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ensuite, autre chose, c'est il faut en parler aux enfants. Ah oui, ça, s'il vous plaît. C'est mon dernier point de ma merveilleuse conférence sur les menstruations. Bonjour à celles qui se joignent à nous. Alors, pour rentrer ici ce soir, il fallait être menstrué. Donc, c'est pour ça que vous êtes à la maison et pas ici. Si je dérape complètement, si jamais vous êtes menstrué et à la maison, vous pouvez écrire au RQASF et leur dire comment ça peut eu d'invitation. C'est une blague. Bon. Donc, bienvenue. Merci, mesdames, d'être là et de vous joindre à nous. Donc, il faut en parler aux enfants. Ça, tout passe dans l'éducation. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir, tu l'as dit, Victoria, dans ma présentation, j'écris des livres et des romans jeunesse et je suis en lien avec les ados. Connaissez-vous TikTok? Une nouvelle plateforme qui est vraiment, vraiment hot. Et donc, je suis sur TikTok et j'ai quelque chose comme 95 000 ados qui me suivent. Ados, bon là... L'adolescence peut aller jusqu'à 25 ans, là, puis des fois, ça peut aller un peu plus loin. On a tous un ado intérieur, mais majoritairement des adolescents et des adolescentes. Et je parle de ces sujets-là. Et là, je vais vous dire, c'est le côté un petit peu sérieux de ma présentation, c'est que je suis toujours, encore une fois, un terme universitaire, flabbergastée par la méconnaissance des adolescents et des adolescentes de leur propre corps, de leur cycle menstruel, de ce qu'est une menstruation. Et jamais je vais mettre ça sur la faute des ados, là, qu'on me comprenne bien. Je ne suis pas en train de le regarder en faisant comme tu sais pas c'est quoi une menstruation puis tu as 13 ans? Ah, non, c'est pas ça du tout. Mais on échoue en termes de société, non? Notre société échoue si à 13, 14, 15, 16, 17 ans, peu importe, même des 20, 25 ans, on ne sait pas ce qui se passe avec notre corps, nos menstruations, on ne connaît pas nos cycles, on ne connaît pas... Nous, en fait, apprendre à se connaître, nous et nos périodes d'énergie à travers notre cycle. Puis là, je parle même juste concrètement comment utiliser un tampon, c'est quoi des culottes menstruelles, c'est quoi des coupes menstruelles. C'est par centaines que je reçois des messages à chaque fois que je fais une vidéo pour sensibiliser. Et les vidéos sont très de base, là. Je sors un tampon, je le déballe, je montre comment ça se trouve, qu'est-ce qui se passe. Je parle de la corde, vous allez être fiers de moi, hein, la corde? Ding dong, ding dong. Bon, voilà. Je fais la même chose avec des serviettes sanitaires, je fais la même chose avec tous les produits qu'on peut avoir. Je réponds aux questions. Les jeunes ne savent pas. Est-ce que les parents ne savent pas comment en parler? Est-ce que l'école n'en parle pas? Je ne sais pas. Dans les émissions, on ne les voit pas. Dans les livres, on ne les voit pas. Il faut en parler. Donc, il faut en parler aux jeunes. Ah oui, parce que moi, j'ai commencé à en parler très tôt à mes enfants. Parce que, vous savez, ma fameuse coupe menstruelle, là, celle qui ne tient pas après 4 enfants, cette même coupe, elle a vécu tellement de choses, cette coupe. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je veux dire, on en a vécu des choses. Moi, une de mes routines, hey, on se dit tellement des affaires. Dans 2 secondes, on se donne nos nips, puis on est de même, là. Moi, je prends ma douche. C'est ma routine du soir. Je prends ma douche, je la prends la nuit, j'ai pas ma coupe menstruelle. Donc, je suis dans la douche, je sors ma coupe menstruelle, on la lave en même temps, je la mets sur le bord du bain, petit guidou le lendemain matin. Tu sais, tu comprends, le cycle continue, c'est le cycle de la vie et de la Diva-Cup. mais quand je finis des fois mon cycle, puis que là, je suis plus menstruée, mais je l'oublie, tu vois, sur le bord du bain. Et là, ma fille de 2 ans prenait son bain. Cette fameuse coupe était cachée derrière le rideau, tu vois. Moi, je l'avais pas vue. Ma petite fille de 2 ans, elle, là. Puis moi, je suis assise sur le bol de toilette parce que, tu sais, à 2 ans, tu surveilles ton enfant. Puis là, je comprends pas, mais en même temps, je lis un livre, ma cocotte, je lis un livre, ma cocotte. Et à un moment donné, ma cocotte jouait avec ma Diva-Cup en train de boire des grandes gorgées d'eau du bain. Et je me rappelle encore, tu sais, les moments qui figent. Je suis en train de lire, là, tout va bien, je suis en train de lire, puis là, j'ai fait comme... Oh! Puis elle est là, maman,
glou, glou, glou. Moi, je dis, oh! Holy macaroni and cheese! J'ai fait ça, c'est à maman. Est-ce que tu as déjà été proche d'un enfant de 2 ans? C'est comme une période où ils ne partagent pas les choses. Faudrait que tu redonnes à maman. Non, à moi! Oh non, je te le dis que c'est à moi, vraiment. Tu veux pas le savoir que c'est pas à toi. Fait que voilà. Ah, c'est ça. Ça s'est vécu. Aujourd'hui, elle a 13 ans, puis je garde ça précieusement pour quand je vais pouvoir lui faire honte plus tard. Ce qui devrait être imminent, là. Genre, moi, j'ai quand même un petit livre, là, je garde ces histoires-là, puis je fais comme, tu sais, j'attends le prochain souper avec ses amis. En tout cas, bon, ça va être bien placé, mais tu vois, ça rejoint mon point, il faut en parler aux ados. Bon. Donc, moi, très jeune, j'ai quand même commencé à parler de tout ça, de tout le cycle menstruel, tout ça. Mais écoute, c'est pas des blagues, là. En première année, mon fils savait dessiner un utérus. C'est parce que... Là, j'ai de l'air intense, mais c'est parce que j'étais enceinte en même temps. T'sais. Fait que les questions, ça va pas, moi, je vais pas faire comme, ah oui, c'est ça, il y a un bébé dans mon ventre. Réfléchis à ça, puis on s'en reparlera dans 10 ans. Mais non. On montre comment on fait des bébés, comment ça se passe à l'intérieur. Donc, le cycle menstruel en faisait partie aussi. Fait que mon enfant, mon fils, il connaissait bien ça. Fait qu'il a mené la prof dans le cours d'art plastique, elle m'a appelé, puis elle a fait comme là, on a des petits problèmes. Puis j'étais là, ah, c'est quoi? Puis il fait, parce que votre fils, il dessine des utérus. Là, j'étais là. Est-ce vraiment un problème? Vous êtes en art plastique? T'sais, comme j'ai pas l'impression qu'il dérange. Bon, je comprends que c'est peut-être pas un projet. Je ne sais même pas. C'est pas un projet qu'on met dans le corridor. J'ai aucune idée. Là, voilà. Tu verrais tout le chat de Félix, de Antoine. Ah, Noah, c'est un utérus. Voilà. Pour vrai, je te mets au défi de demander à n'importe quel gars tout court de dessiner un utérus. Au moins, le mien, il torche. L'importance du rituel, je veux dire aussi, ce que je trouve le fun et inspirant, moi, dans tous les panels qu'on a fait, tout ce qui est, en fait, ce qui se clôture ce soir, là, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a aussi eu beaucoup d'échanges sur l'importance du rituel. C'est quand même un passage important dans une vie. Et puis, c'est ça qu'il faut en parler aussi avec les enfants. Puis ça, j'invite vraiment toutes les personnes à le réfléchir. Moi, ma plus vieille n'a pas encore eu ses menstruations, mais on est là-dedans, on a acheté des livres, déjà, on en parle, tu sais, parce que... selon moi, il y a beaucoup de prévention. Pas de prévention dans le sens que c'est important d'en parler avant aussi. C'est pas juste comme « Ah, c'est arrivé, maintenant déballons tout ce qui se passe. » Tu sais, comme on en lit, ils savent. Tellement qu'il y a aussi un dernier, puis je vais terminer là-dessus, un dernier truc que je trouve super intéressant qui permet de déstigmatiser. Merci, j'ai été capable de le dire. Les tabous entourant les menstruations, c'est que j'en parle aussi à mon fils, de la même manière que j'en parle aussi à mes filles, parce que je veux qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui le concerne lui aussi. Et je lui ai remis l'autre jour une serviette sanitaire, puis j'ai dit « Mets ça dans ton sac à dos. » Puis il a dit « Si je fasse avec ça. » Là, j'ai dit « Est-ce que tu as des amis avec des utérus? » Là, il fait « Ben oui, plein. » Bon, je ne sais pas pourquoi il parle de même, mais il parle pas de même vraiment tout le temps. Mais j'ai dit « Ben si tu as une amie avec un utérus qui, à un moment donné... tombe menstruée comme ça, là, bing bang, là, c'est la première fois, c'est ça, puis qu'il n'y a rien. Est-ce que toi, tu peux l'aider? Bien non, tu ne peux pas l'aider parce que tu n'as rien. Mais là, si je te donne si tu as tout le temps sur toi des produits hygiéniques comme ça, tu peux aider tes amis qui ont des utérus. De la même manière que j'ai fourni un petit kit aussi à ma fille pour si jamais ça arrive à l'école première fois pour que tu sois prête. Puis ça, je trouve que, tu vois, on oublie tout le temps les garçons dans l'équation, mais ça fait partie, je pense, de la solution, de leur offrir aussi ces produits-là en disant « Hey, parce que quand ça va arriver, pour pas que j'aimerais vraiment pas ça, ben non, j'aimerais vraiment pas ça, c'est clair. » Je pensais à mon fils, là, non, on se parlerait au souper, ça va bien. Mais la réaction, si jamais ça arrive, c'est déjà quelque chose de tellement gros pour la jeune fille ou la jeune femme ou la jeune personne avec un utérus qui a ses premières menstruations en classe, dans l'autobus, dehors, au parc, n'importe où. S'il y a des taches, si les pantalons sont tachés, si en plus ta réaction à toi en tant que garçon ou en tant qu'adolescent, c'est de rire autour, tu sais, comme il y a beaucoup d'éducation à faire. Fait que ça passe comme ça, en donnant des trucs aux gars en disant « T'en as-tu, toi, des services sanitaires? Si jamais tes amis avec un utérus en ont besoin, déjà, solution. » Puis l'éducation, je le dirai jamais assez, pas juste avec les enfants, mais avec toutes les personnes qui sont proches des enfants aussi. Dans les écoles, on est encore en 2021, encore avec des professeurs qui ne comprennent pas l'enjeu des menstruations. Il y a des écoles avec des règlements tellement stricts qui vont dire que c'est impossible de sortir pendant les cours pour aller à la toilette parce que les jeunes font des graffitis ces murs, mettons. Mais tu fais, OK, ça peut être une réalité, puis on peut le gérer, mais c'est parce que la fille, moi je me rappelle encore en secondaire 2, d'avoir mes menstruations, puis de devoir aller dire à mon prof, il faut que je sorte, puis mon prof fait comme, t'avais juste à y aller à la pause. Là, je sais que je suis rendue bonne à 40 ans pour appeler mes menstruations sur mesure, mais je ne l'ai pas demandé, puis c'est parce que je ne peux pas attendre à la pause. Puis que là, il insiste, jusqu'à temps que je suis obligée de
de lui dire devant toute la classe, parce que je suis menstruée, là, ça coule, tu sais, puis là, tout le monde, tu sais, puis ça rit. Tu veux pas vivre ça, puis je veux pas le vivre comme ça. J'aurais aimé ça pouvoir dire, hey, yo, non, je pas dire, Monsieur Fradette, non, mais dire, j'ai besoin d'aller, j'aimerais ça qu'on soit dans un monde où je pourrais naturellement, autant je dis, j'ai besoin d'aller à la toilette parce que je suis menstruée sans qu'il y ait tout ça, ou sans que je sente qu'il y a ce tabou-là ou cette honte-là qui vient avec. Donc voilà, je sais que mes trucs étaient semi-sérieux. Hein? Mais celui qui est le plus important, s'il vous plaît, gestion de la corde avec le tampon, ça, à intégrer partout. Mais sinon, je souhaite vraiment, puis c'est sur une note d'inspiration, d'ailleurs, merci à RQASF, de faire toutes ces sensibilisations, puis ce travail-là qui est super important pour qu'on apprenne à se connaître nous-mêmes, à s'approprier nos menstruations, puis à faire en sorte qu'on peut transmettre ces savoirs-là de génération en génération. Alors, voilà. Merci beaucoup. Je passe la table. De fille menstruée à fille menstruée. De fille menstruée à fille menstruée. Donc, moi, je ne suis pas humoriste. Alors, on va parler de trucs sérieux et plates. C'est important ce que tu as fait là, parce qu'en faisant ça, tu normalises les menstruations, on libère la parole, on rend ça visible, on rompt l'isolement de ces choses qu'on vit. Et ça, c'est cool. Puis tout ça, c'est pas juste parler pour faire de l'espace, c'est que ça a des impacts de santé clairs sur les femmes, ces stigmatisations. Ça a des impacts que quand on est en précarité, par exemple, on n'ose pas parler de ça. Donc, fait que c'est cool. Parmi les choses que tu as mentionnées, pourquoi c'est important? Je vais dire parce que nous, on a fait un grand sondage là, dans le cadre de cette campagne. Presque 2500 femmes qui ont répondu. C'est pas rien quand même. Et c'est ça qu'on a vu. Un grand tabou, une grosse peur d'en parler aux employeurs, aux enseignants. Ça reste dans la sphère intime, familiale. Et encore, il y a de la peur, il y a de l'inconfort d'en parler à ses enfants. Ça, on l'a vu aussi. Donc, même dans la sphère familiale, on a encore un inconfort d'en parler à ses propres enfants. Je vous laisse réaliser ça. Et de manière générale, il y a juste une femme sur 5 qui sont à l'aise d'en parler, de manière générale. Donc, il y en a quand même 4 sur 5 qui ne sont pas à l'aise avec ce sujet, et ça, c'est grave. C'est grave. Fait que merci pour cette conférence. Merci de nous faire rigoler avec ça, parce que je pense que c'est chouette de rigoler sur ces sujets. Et on va passer à un autre message qu'on a voulu transmettre dans le cadre de cette campagne. C'est d'opter pour des produits menstruels écologiques, parce que c'est bon pour la santé et c'est bon pour l'environnement. On en parle beaucoup par rapport à l'environnement parce que ça crée des déchets, mais les produits conventionnels, usuels, créent des déchets dans le corps qui s'accumulent et qui ne sont pas bons pour la santé et qui peuvent engendrer d'autres problèmes. Et on a fait de la sensibilisation là-dessus. Entre autres dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut Santé Société de l'Université du Québec à Montréal. Et je vais inviter Kate Bouchard à nous en parler davantage. Donc, Kate Bouchard, elle travaille à titre de professionnelle à l'UQAM depuis plus de 10 ans. Elle est passée par plusieurs domaines dans les arts, la communication, les langues, la médiation culturelle pour aboutir en 2019 à la coordination de l'Institut Santé Société qui regroupe près de 150 chercheurs et chercheuses. Dans le cadre de son travail, elle met sur pied des activités, dont des conférences, colloques, séries balados pour présenter différents enjeux de santé, souvent sous l'angle de l'équité et de la justice sociale. Je te laisse la parole, Kate, pour nous dire pourquoi tu as voulu travailler avec nous et qu'est-ce qui a été fait de beau dans le cadre de ce projet. Merci Victoria pour la petite présentation. Merci aussi pour le segment humoristique. Ça fait du bien effectivement d'en parler sous cette forme-là, vraiment. Donc c'est ça, je travaille à l'Institut Santé et Société et sous l'initiative de la directrice Joanne Saint-Charles, il y a un collectif qui a émergé à environ, je pense en 2018 ou 2019, qui s'appelle le collectif Genre, Santé et Environnement. Et un des premiers projets, donc ce collectif regroupe plusieurs groupes communautaires, mais aussi des groupes universitaires à l'UQAM. Et dans le fond, un des premiers projets qu'on a voulu faire avec ce collectif-là, c'était une campagne de sensibilisation sur les produits menstruels jetables et leurs effets tant sur l'environnement que sur la santé des femmes.
Et donc, on a commencé à chercher un petit peu pour avoir quelques inspirations au début. Et je suis rapidement tombée sur la campagne rouge. Et j'ai tout de suite embarqué Victoria dans notre projet parce que je me disais, avec la campagne rouge, il y avait déjà des choses qui s'étaient faites, il y avait des données, il y avait des informations qui avaient même, moi, que j'ai appris pour la première fois certaines choses. Alors, je me suis dit, il faut travailler ensemble plutôt que de travailler en parallèle. Et elle a gentiment accepté d'embarquer avec nous. Puis ça donnait bien parce qu'il y avait une stagiaire au RQASF qui faisait sa maîtrise en santé publique. Et donc, on avait les sous qu'on avait pu avoir à l'UQAM pour financer notre petite campagne. On a pu la payer pour qu'elle fasse une recension des écrits sur les effets néfastes des produits menstruels jetables sur la santé puis aussi sur l'environnement. On voulait avoir des assises scientifiques pour faire cette campagne-là. Donc, Eugénie Fontaine a pu réaliser ça. Elle a donné vraiment un bon coup de main pour réaliser ça. Et donc, à partir de cette recension-là, on a fait une campagne pour ceux et celles à l'écran. Ouais, je ne sais pas où regarder, mais en tout cas, l'idée, c'était, on l'a lancé le 8 mars, Journée internationale des femmes. Ça durait 28 jours. Cycle moyen, ça dépend vraiment là, des femmes, mais en tout cas, cycle moyen, c'est ça l'idée d'un cycle menstruel, 28 jours, et une publication par jour. Donc, des fois, c'était des informations vraiment plus spécifiques à la santé. Des fois, c'était plus spécifique aux déchets. Puis, tu sais, dans le fond, on voulait sensibiliser les gens sur, pas juste, quand tu mets un tampon, il y a de la colle au bout de la petite corde dont on parlait tantôt, qui finalement n'est pas réglementée de la même façon que le tampon, mais qui est quand même en contact super intime avec le corps. Les emballages aussi ne sont pas réglementés par Santé Canada. Puis dans les emballages, il y a des plastiques, des plastifiants qui sont mous et qui ont des phtalates, en tout cas toutes sortes de déchets là, horribles qui, finalement, avec le contact du tampon, peut donner des traces, peut engendrer des contacts avec des produits chimiques. Puis sur un cycle, c'est vraiment pas significatif, mais on est menstrué en général environ 40 ans, donc ça peut vraiment s'accumuler dans le corps. Puis on a fait une recension des écrits, mais ce qui en découle, c'est vraiment qu'il y a des informations, mais il y a un manque criant d'informations. Puis c'est là où on voit des zones oubliées dans la recherche médicale sur l'enjeu des menstruations. Donc, ça a vraiment été révélateur de ça. Puis, je voulais juste vous lire, parce que là, peut-être qu'à l'écran, c'est un peu petit, mais j'ai comme pris quelques faits saillants qui est sorti de ce projet-là. Donc, la muqueuse vaginale étant 10 fois plus perméable aux contraceptifs, aux médicaments et aux autres produits que la voie buccale, il est primordial de connaître la composition des tampons. Parce que s'il y a un produit chimique qui est inséré par le vagin, le produit chimique n'est pas métabolisé, il rentre directement dans le système sanguin, contrairement à la voie buccale. Donc, c'est vraiment c'est un enjeu vraiment important, selon moi, qu'on connaisse la composition, pas juste du tampon ou de la serviette sanitaire, mais de tout ce qui entoure ça, comme les petites colles qui collent sur la culotte, par exemple. Bon, alors ça, c'était un des faits saillants. Il y en a 28, je vais juste vous en lire quelques-uns, là. Puis ça, c'est peut-être plus au niveau de l'empreinte écologique. Le marché de la protection menstruelle jetable a une empreinte carbone énorme. Environ 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre sont émises par an, soit l'équivalent de 35 millions de barils de pétrole. Donc, on voit que la production, pas juste l'utilisation, mais la production génère énormément de déchets, qui finalement a un effet sur notre santé indirectement par les voies, les cours d'eau, tout ça, et bon, l'effet de serre. Le taux de phtalates et de composés volatiles organiques est plus élevé dans les serviettes menstruelles jetables que dans d'autres produits commerciaux en plastique. Ça, c'est assez frappant. Donc, je ne sais pas, un Tupperware, il y en aurait moins qu'un tampon. Alors, il y a un élément un peu choc dans ce qu'on a présenté, puis c'était un peu pour sensibiliser, mais pour donner envie d'en faire plus de recherches sur ces enjeux-là. Puis il y a eu de la belle visibilité avec la campagne rouge et le RQASF. On a eu des entrevues à la radio, à la presse, fait qu'on a comme pu faire rayonner à la fois la campagne rouge et cette campagne-là de façon assez intéressante. Donc, c'était vraiment une belle collaboration, puis elle se poursuit parce que le RQASF fait dorénavant partie du collectif Genre, Santé et Environnement.
Donc, on va poursuivre d'autres activités à cette intersection-là. Alors, merci. Merci, ouais, en effet, c'était le moment, je pense, où on a eu vraiment le plus de visibilité dans le cadre de cette campagne rouge. Puis pour nous, c'était important parce que tout le travail fait, puis là, tu te dis, ah, ça décolle, ça va toucher du monde. On est passé au téléjournal. Mon propriétaire m'a reconnu, il disait, qu'est-ce que tu faisais au téléjournal? Moi, je ne regarde pas la télé depuis 10 ans, donc je suis comme, je sais pas moi, ça ne me concerne pas, mais en tout cas, que ça, c'était quelque chose qui était très positif pour nous et qui a continué à nous motiver pour continuer à transmettre ces messages. Un petit conseil gratuit, parce qu'évidemment, on parle des produits jetables, donc on va vers les lavables. Dans les lavables, ce n'est pas tout rose non plus. Culottes menstruelles, il y a des PFAS dans certains tissus. Vous savez, les tissus qui viennent de Chine ou tout ça, là. Donc, bref, privilégier du local, privilégier du biologique. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont utiliser les coupes menstruelles. Alors ça, c'est la championne du monde en termes de santé et pour le côté écologique. Donc, on continue avec ces messages. Maintenant, on va parler d'un autre message qu'on a réitéré plein de fois dans des panels, dans des conférences, dans des formations qu'on a données, dans le guide que vous pouvez retrouver sur le site web. C'est comment se réapproprier positivement le cycle menstruel. On a parlé de le normaliser, c'est une chose, mais il y a tellement de points négatifs autour du cycle menstruel que c'est quoi, à quoi on peut s'identifier de positif pour vivre ça? Parce que ces expériences ne sont pas comme disponibles. Entre copines à 15 ans, on se dit « Ah, j'ai mes règles. » C'est toujours comme négatif. Donc, c'est de parler des choses plus positives pour dire que ça existe aussi. Donc, pour faire ça, qui de mieux que Sarah Maria Leblanc? Donc, Sarah Maria Leblanc nous a accompagnés durant les 2 années de la campagne. Elle a écrit des billets, elle est intervenue plusieurs fois dans différents ateliers. Donc, elle a été vraiment une partenaire en or. Qui est Sarah Maria Leblanc? Sarah Maria Leblanc est herboriste thérapeute accréditée. Elle est spécialisée en santé des femmes et praticienne psychosociale qui pratique internationalement à distance ou en personne. C'est une passionnée d'endocrinologie et de gynécologie holistique. Sa mission depuis plus de 15 ans à travers ses formations et sa pratique est de soutenir les femmes à retrouver leur plein pouvoir d'agir. Depuis le début de sa pratique, elle travaille à conscientiser sa clientèle et ses étudiantes à l'impact des perturbateurs endocriniens dans leur vie. Donc j'imagine que tu as dû voir pas mal de femmes découragées de leur menstruation à aller vers des états plus positifs et que tu seras bien placée pour nous en parler. Mais Sarah Maria va le faire d'une façon, parce qu'elle a d'autres talents, d'une façon très originale. Elle va nous faire 2 slams ce soir, donc je te laisse la parole. Merci Sarah Maria. Merci Victoria pour cette belle présentation. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir participé à cette campagne du RQASF que j'admire, que j'adore, vraiment que j'ai trouvé cette campagne-là extraordinaire. Je trouve que le RQASF est allé chercher plein d'intervenants dans toutes les directions. Puis c'est avec grande fierté que je me suis associée à la campagne rouge. Comme disait Victoria, ça fait 15-20 ans que je travaille avec les femmes pour non seulement leur faire voir l'utérus, les menstruations, le cycle d'une façon positive, mais même comme d'une façon, comme un outil de prendre de nos nouvelles, comme un outil de pouvoir d'agir, comme elle l'a si bien dit. Donc, vraiment, pour moi, c'est le cœur de ma pratique et le cœur de ma vie. Et sur ce, je ne parlerai pas trop, je vais vous faire quelques slams. Je suis un peu gênée après-midi, c'est un peu intimidant, mais je vais y arriver. Alors, en plus, là, j'aurai besoin de votre aide. Là. Alors, à la maison, puis ici, il va falloir que vous m'aidiez à chanter le refrain. Hein, on va commencer par le rap des hormones. Alors, on va se pratiquer avant de le faire. Fait que le refrain, c'est « J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones, yeah! » C'est ça, là, c'est qu'il y a un truc. C'est que dans le deuxième, il n'y a pas de « yeah ». Hein? Fait que, le premier, il y a un « yeah », puis le deuxième, il n'y a pas de « yeah ». On recommence. « J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones. » Ah, bravo! D'habitude, il y a tout le temps un petit yeah que j'entends. Ouais! OK, on y va. Fait qu'on part. J'aime mes hormones, yeah! J'aime mes hormones.
Bonjour les amis, nous sommes vos hormones chéries. Écoutez bien et découvrez toutes vos possibilités. Attention voilà qu'entre en scène les puissantes estrogènes, vos hormones folliculaires qui peuvent vous transformer en mère. Habituellement, même parce que je chasse la peine, je rends la peau doucée, je te donne une odeur de miel. C'est moi qui vous fais mouiller, vous fait sentir allumé, vous donne le goût de faire le party. Comment bien temps, on va veiller. Je stimule le SNC, le système nerveux central, fait que tout ça c'est bien normal, c'est même pas original. Je suis aussi capable d'écouter, d'encourager, de conseiller. Je te pousse à prendre des rendez-vous avec tout le monde de par chez vous dans les 2 semaines qui viennent. Tes journées vont être bien pleines, mais j'aime mieux t'avertir. Mais j'aimerais te rappeler, parce que tu as tendance à l'oublier, que la semaine prochaine, ton humeur va avoir changé. Ça fait que j'aime mes hormones, yeah. J'aime mes hormones encore. J'aime mes hormones, yeah. J'aime mes hormones. Deuxième partie du cycle, ça s'en vient moins comique, fait que tasse-toi l'estrogène, là c'est moi qui entre en scène. Je suis la progestérone, la plus trash de tes hormones. Moi je suis la mal aimée, on cherche toujours à m'éviter. J'intensifie tes ressentis, mais fais-moi confiance ma chérie, si tu apprends à m'écouter, je deviendrai une grande amie. Tes vieux dossiers non réglés, qui sont devenus tout croûtés, tes besoins non répondus qui traînent depuis tant d'années, il est temps de t'en occuper, oui, il est temps de t'en occuper. Je suis ta chamane perso, ton champignon magique, je suis ton stage de croissance, je te pousse à trouver du sens. Si t'as le goût de te suicider, de sauter en bas d'un pont, si t'as le goût d'étriper une multitude de morons, accompagne-toi, soigne ton foie, mets tes limites, fais du crossfit et retrouve ton silence. Reviens en toi, puis écoute-moi, écris donc ce que tu ressens, va marcher puis prends du temps. Et conseil d'amis pour toi, attends donc quelques jours avant d'expliquer quoi que ce soit à ton entourage qui souvent ne te comprendra pas. C'est qu'ils ne me connaissent pas, à moi, la super cool hormone, la singulière progestérone. Ça fait que j'aime mes hormones, yeah. J'aime mes hormones. J'aime mes hormones, yeah. J'aime mes hormones. Ça fait que c'est nous qui sommes là à tous les cycles, à tous les mois. Si tu acceptes de nous rencontrer, je suis sûre que tu vas nous aimer. Alors c'est un rendez-vous. À la prochaine. Peace to you. Le prochain, c'est une composition de F. Sanogelina du collectif Les Tisserandes, un collectif écoféministe duquel je fais partie. Donc je vais essayer de lui rendre honneur. Qu'elle a composé pour le dernier lancement du guide sur les menstruations. Quand j'étais enfant, je me demandais souvent comment ça se fait qu'une fois par mois, aux toilettes, il y avait du sang. Quand j'ai posé la question, mon père fixait le plafond. Il a dit tout bas, pointant en bas, ça c'est à cause des menstruations. J'ai regardé dans le dictionnaire, il n'y avait pas Google à l'époque, mais laisse-moi dire, le petit Robert, pour mon type d'interrogation, il n'en savait pas bien long. Puis c'est arrivé, la vie m'a transformée quand l'océan, à 14 ans, m'a poussé par en dedans. En guise d'initiation, ma mère m'a amenée à la pharmacie. Aujourd'hui, ça va faire, il est temps qu'on m'enseigne d'autres affaires parce que mon sang, c'est de l'or. Je veux respecter ma terre et honorer mon corps, ce temple éphémère. J'ai cherché, j'ai creusé, j'ai demandé, je me suis reliée, entourée et même multipliée. Je me suis centrée et puis aimée jusqu'à ce que je finisse par trouver des chercheuses, curieuses, en extase, désespérées, en quête de sens, de puissance, de retrouver la santé, l'autonomie, la dignité, la liberté. Aujourd'hui, on est des centaines, en fait, on est des milliers à repenser les façons de faire et à dire non à la productivité de nos corps, à la standardisation, à s'informer au lieu de perpétrer des comportements périnés. Moi, je libère mes menstruations, c'est assez, je dis non. Adieu les tampons et les petites cordes. Chlorine, dioxine, plastique, pétrochimique, j'en mangerais pas, j'en fumerais pas, pourquoi est-ce que j'en mettrais là? Dans mon temple sacré, toxine, défense d'entrée, mère terre m'en remerciera et ma muqueuse refleurira. Je n'irrite pas mes parois vaginales, je me nettoie, je me sens animale. Je donne aux plantes mes fluides sacrés et je ralentis mes activités. En passant, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'offre mon sang comme engrais, puis c'est le meilleur engrais de plante ever. Fin de la parenthèse. Une journée de congé parce que je suis enlunée, mais oui, allez, on va s'encourager. Je mets ma coupe
Et quand la coupe est pleine, c'est le temps d'une pause. N'importe quel jour de la semaine, j'honore le sang qui s'échappe de mon corps. À chaque mois, j'incarne la vie, j'accueille la mort. Mon utérus est un portail sacré entre les mondes. Je dois le protéger. J'honore le sang qui s'échappe de mon corps. À chaque mois, j'incarne la vie et j'accueille la mort. Mon utérus est un portail sacré entre les mondes. Je dois le protéger. Merci beaucoup. Merci. Je suis bouche bée. C'est magnifique. Je pense que ces textes disent tout. Pourquoi c'est important de réapproprier de manière positive notre cycle menstruel, une image corporelle saine, se sentir bien, de la bienveillance envers soi-même, c'est la base. C'est un message qu'on a fait passer depuis 2 ans, c'est un message qu'on veut continuer à faire passer, que vous pouvez continuer à faire passer aussi. Puis vu qu'on n'a pas toujours Sarah Maria pour nous faire des slams, ben, nous on développe des outils, alors bon, c'est différent, mais ça nous permet de les diffuser. Et je vais laisser Josiane, qui est graphiste, de nous présenter une petite BD qu'elle a fait et qui va bientôt sortir sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je ne peux pas me déplacer. Je n'ai pas mes menstruations, mais je suis clouée à ma chaise aujourd'hui. Donc ça, c'est une petite BD qu'on a composée pour la fin de la campagne rouge. Ça s'intitule « Les règles de Julie ». Donc dans la vie de Julie, notre belle amie qui va nous accompagner peut-être même après la campagne rouge, elle fait des soirées et dans les soirées de Julie, je vous lis les règles. Il n'y a pas de jugement, on est ouvert et pas de tabou. Donc Julie va convoquer ses amis, gars comme filles, toutes les personnes à venir parler de menstruation. Il y a des gars qui vont révéler qu'ils ont déjà vu du sang menstruel, d'autres pensent que c'est encore bleu comme à la télé. Ça, les regarde. Donc au fur et à mesure de la BD, on va découvrir les règles écolo, on va parler des autres moyens qu'on utilise lorsque on est dans notre cycle menstruel, que ce soit avec les plantes, que ce soit tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un peu cette petite forme de channel, de message qu'on a utilisé pour pouvoir atteindre les ados parce que c'est important de parler aux plus jeunes. Je me souviens, moi, quand j'ai eu mes menstruations à 12 ans, j'en ai juste parlé clairement avec ma mère il y a le mois passé. Donc c'est quelque chose. On se regardait de manière furtive dans la salle de bain. Je sais que tu as tes menstruations, mais je ne dis rien. On se voit plus tard, la semaine prochaine. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de montrer ça de manière différente. C'est important de parler des menstruations, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec tout le monde autour. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette BD en espérant qu'on va pouvoir la continuer avec d'autres sujets tabous qu'on va pouvoir montrer aux adolescents et au public. Donc, c'était ça pour la BD. Elle va être disponible demain sur nos réseaux sociaux. Merci, Josiane, de nous faire profiter de tes talents et de faire passer tous ces messages comme ça à un large public. C'est très important et ça permet aussi de toucher les plus jeunes parce que pas tout le monde veut lire des textes compliqués, pas tout le monde veut ouvrir un gros guide. Donc, c'est quelque chose de bref, de court, qu'on peut se repartager entre copines, tout ça. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est fait pour ça. Un des autres messages qu'on réitère et qu'on va continuer à réitérer et que le RQICF, c'est un gros cheval de bataille depuis qu'il existe, le réseau, c'est la question de la médicalisation des femmes, du corps des femmes. Donc c'est un sujet un petit peu lourd, désolée de briser encore l'ambiance, je pense que c'est mon rôle ce soir, mais il faut parler des vraies choses aussi. Tout ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, normaliser, se réapproprier le cycle positivement, éviter les perturbateurs endocriniens pour ne pas avoir d'autres problèmes de santé qui font qu'on va devoir finir chez le médecin parce qu'on va avoir des... Bref, tout ça est relié. Et le fait de parler de tout ça, c'est aussi une façon d'agir pour diminuer cette médicalisation.
Qu'est-ce que c'est la médicalisation? C'est de prendre quelque chose qui est physiologique, naturel, puis de le voir comme un problème, comme quelque chose à traiter. Évidemment, pour les menstruations, c'est pas ça en soi le problème, mais c'est quand la chair progestérone, ouais, l'envie de se sauter d'un pont, enfin bref, tout ça là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pas voir ça nécessairement comme des maladies qu'il faut traiter. Donc oui, peut-être des fois oui, puis tant mieux qu'on a des outils qu'on a, puis tant mieux que la médecine existe et tant mieux que ça puisse nous soulager, mais il y a aussi d'autres façons de le faire et c'est pour ça qu'on a fait le guide, des façons de s'aider dans ces situations. Parmi les choses, moi, qui m'ont fait vraiment mal au cœur, c'est encore une fois dans le sondage qu'on a fait, c'est de réaliser que presque 70% des personnes interrogées ont dit qu'elles n'étaient pas adéquatement informées quand elles prenaient la pilule contraceptive. Alors moi, je suis éthicienne de formation à la base. Je travaille sur les questions d'autonomie, de consentement éclairé. Je trouve ça quand même choquant à quel point c'est banalisé et qu'une information adéquate ne soit pas donnée parce qu'il y a évidemment des bénéfices possiblement dans certaines situations particulières, mais il y a des risques très réels à ces médicaments-là, à ces contraceptifs-là, et chacun est libre de faire son choix, mais l'information doit être donnée. Et c'est ce qu'on a vu dans notre sondage sur presque 2500 personnes interrogées, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait mal au cœur, et c'est pour ça qu'il faut continuer à œuvrer à ce niveau-là. Et surtout, parmi les motivations donc, de prendre le contraceptif, outre celles qui sont avec un partenaire et qui veulent éviter une grossesse, l'autre motivation, c'était quoi? C'était de contrôler les menstruations et de contrôler les symptômes des menstruations qui sont vécus comme désagréables. Sauf que dans une autre question qu'on a posée, il y a seulement, je pense, 16% qui ont dit qu'ils n'avaient pas d'effet secondaire de la pilule. Donc, on va prendre une intervention pour enlever des symptômes, pour avoir d'autres symptômes, puis tu sais, c'est un cercle vicieux. Puis je pense que beaucoup d'entre nous sont passés par là, ont souffert de ça, puis ont l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Donc, encore une fois, important de parler de ça, d'informer là-dessus, de trouver des moyens, de proposer différents moyens aux femmes de vivre leur cycle menstruel positivement. Évidemment, de ne pas être dans le jugement parce qu'il y a des conditions de santé qui nécessitent possiblement un soulagement, mais ouvrir la discussion là-dessus, et c'est ça qu'on a aussi fait pendant ces 2 ans, et c'est ça que j'espère qu'on pourra continuer de faire prochainement. Un dernier message, je ne sais pas si on le voit ici, le visuel, ouais. Tout ce que je vous raconte là, c'est mis en page de manière très jolie, et ça pourra aussi être diffusé largement sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, normaliser, encourager, pourquoi c'est important. Je te laisserai mettre la deuxième diapo, Josiane. Puis, un des derniers messages qu'on n'a pas encore abordé, c'est de réduire la précarité menstruelle parce que c'est un enjeu de société, c'est un enjeu d'équité, c'est un enjeu de santé aussi. Et je vais inviter Lydia Sayag de revenir ici nous dire un petit mot là-dessus. Et voilà, c'est parti. C'est déjà fini. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Dans le fameux sondage dont on vous a parlé un peu avant, ce qui est aussi ressorti de façon, malheureusement, de façon majestueuse, j'allais dire, c'est la précarité. Il y a un nombre anormalement élevé de femmes qui disent qu'ils trouvent ça trop cher. C'est trop cher dans leur vie à gérer les produits menstruels. Donc, ce n'est pas fini, même si la campagne rouge est finie. Il y en a une nouvelle. Elle a accouché d'un nouveau bébé qui va commencer le 6 décembre pendant 27 mois et qui va se focaliser précisément sur la précarité menstruelle pour essayer de l'éliminer, ou en tout cas, à tout le moins, de la réduire. Par toutes sortes de moyens, en faisant de la formation dans les écoles, en travaillant au niveau des municipalités, en ayant des subventions pour acheter des produits qui sont écologiques, en rendant ça public, si on le peut, dans tous les endroits publics au Québec, comme l'a fait l'Écosse et d'autres pays,
Alors voilà, donc c'est fini, mais c'est reparti pour un autre tour et j'espère qu'on peut compter sur votre participation et votre engagement pour les prochains 25 mois et je vous remercie de tout cœur. Merci Lydia pour cette bonne nouvelle parce que il y a tellement de travail. C'est jamais fini en fait, c'est jamais fini. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, on a juste l'impression qu'on a lancé quelque chose dans l'air, on commence à parler de ça, mais c'est le flambeau à reprendre et chacune à porter ça dans nos milieux respectifs. Et oui, la précarité menstruelle, c'est un sujet important parce que c'est le double tabou, c'est le tabou de la précarité et en plus là avec la Covid et tout ça, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées à subir davantage les effets de la précarité et c'est le tabou du sang, de tout ce qu'on a dit. Donc c'est comme pas quelque chose qu'on n'a pas envie d'en parler et ça affecte aussi beaucoup les jeunes. Donc très contente déjà de pouvoir souligner les actions qu'on a faites cette année. Évidemment, certaines qu'on voulait faire sur le terrain qui ont dû être annulées de par les circonstances auxquelles on fait toute face. Là. Mais on a pu quand même récolter des dons. On a eu des partenaires, notamment avec la collaboration avec l'ISS que Kate Bouchard vous a présenté, qui nous ont permis, c'est la compagnie OCO-Création, qui nous ont permis d'aider des centres de femmes. On a eu aussi une autre compagnie d'Intracare qui nous a permis d'avoir des rabais significatifs et de distribuer quand même au sein de nos réseaux à des centres d'hébergement, des centres de femmes dans le besoin ces produits-là. C'est clair que ces actions, elles étaient belles, mais elles étaient limitées. Puis comment les pérenniser, ça va être tout ça le but du prochain projet que je souhaite aussi beau que celui-là. Et c'est ça, n'oubliez pas que vos menstruations, c'est un 5e signe vital. On n'en parle pas. On parle beaucoup de santé aujourd'hui, mais on ne parle pas de cet élément-là. C'est un signe de santé, c'est important. Et n'ignorez pas ça. J'annonce la clôture de cet événement de lancement. Puis on fait la fête! C'est parti! Wouh!